À ce troisième meet-up Presse Vidéothèque. Merci d'être présent. Comme vous le savez probablement, c'est un meet-up qui a été organisé par différents partenaires que je vais échanger tout à l'heure. Mais je voulais revenir sur une chose parce que dans les inscriptions, on s'est aperçu qu'il y avait plus de la moitié de vous qui étaient présents ce soir qui n'étaient pas aux autres meet-up. Donc, je me suis permis de remettre un slide d'introduction qui explique en gros les motivations et comment ça s'organise. Donc, le premier meet-up a eu lieu il y a 1 an, à peu près. L'idée, c'est d'en faire 2, voire 3 par an. Et les motivations, c'était de faire un petit peu ce qui s'est fait sur Paris, c'est d'avoir des réunions de présentation technique faites par les ingénieurs pour les ingénieurs sur une thématique qui est assez forte à Rennes, qui est la vidéo en général, le delivery de la vidéo. L'idée, c'est de faire des choses techniques, comme je disais, donc pas forcément de matériel marketing, de faire des présentations par et pour les ingénieurs, d'essayer quand même d'éviter les secrets d'entreprise, mais de fournir quand même un ensemble de détails techniques intéressants pour que tout le monde puisse y trouver son compte. L'organisation, c'est un lieu qui change, souvent dans un endroit lié aux organisateurs. Donc, vous avez la liste ici. Il y a eu la première fois, il y a eu MediaKind et Cinémédia. Je ne sais plus dans quel ordre ça a été, Cinémédia en premier, je crois, et MediaKind en deuxième ou l'inverse, je ne sais plus. Et c'était interdigital, désolé. Donc, une thématique. Donc, la thématique ce soir, c'est Content Delivery et Energy Consumption, ce qui est écrit en vert, le côté un peu green. Vous verrez pourquoi, les présentations tout à l'heure. Cette fois-ci, on a 4 intervenants, ce qui est quand même assez conséquent. On va essayer de tenir dans le temps imparti pour pas que les bières soient trop chaudes. Et puis, pour boire les bières, c'est un temps libre après, et puis manger un petit peu ensemble. Comme il fait beau, il faudra qu'on profite d'aller dehors. Donc, tout ça, c'est pour échanger et animer une communauté autour des technologies de la diffusion vidéo sur et puis que tout le monde se connaisse et que les technologies passent d'une connaissance technique à une autre, d'une société à une autre pour animer cet écosystème. Donc, depuis la dernière fois, et c'est comme ça que vous vous êtes inscrits, donc il y a un meet-up qui a été créé, sur lequel vous vous êtes inscrits. À l'heure actuelle, il y a 160 membres, donc n'hésitez pas à en faire la promotion, à ce que les gens s'inscrivent et s'abonnent pour qu'à chaque fois qu'on va publier quelque chose dessus, typiquement pour le prochain meet-up qui aura lieu probablement autour d'octobre, c'est ce qu'on imagine, après l'IBC, eh bien que tout le monde soit au courant qu'il y ait ce meet-up qui soit en place et qui puisse s'inscrire et participer, bien sûr. Il y a une page YouTube, c'est-à-dire que tout ce qui est fait sur les meet-up est enregistré en direct, donc faites attention à ce que vous dites, et publié sur cette page YouTube, et les slides seront aussi mis à disposition. Donc l'agenda d'aujourd'hui, à part cette brève introduction, on a 4 présentations qui sont, comme je disais, autour du Content Delivery Energy Consumption. Donc le CDN Performance et Évaluation qui sera fait par Gwenaël, Elastic Video CDN Search, Elastic Video CDN at the Edge, excuse-moi, part 1 de Broadpeak. Un long titre par Juan Carlos qui est Comparison between unicast and multicast in terms of energy consumption and bandwidth utilization for transmission of popular content. Et le dernier par Claire-Hélène, Energy Aware Image, Quality of Experience versus Energy Reduction. Voilà. Les autres fois, on avait fait une petite, présentation des tendances liées aux salons sur lesquels on avait participé. On a décidé de pas de le faire cette fois-ci pour une raison simple, c'est que déjà, c'est très lié à la personne qui présente. Si c'est une personne qui est plutôt côté production, côté terminal, etc. Donc là, les tendances sont plutôt liées, on va dire, au vécu de la personne. Et puis, ce qu'on s'est aussi aperçu, c'est que d'une séance sur l'autre, on a quand même répété les mêmes choses. On a souvent revu les mêmes thèmes. Et à l'IBC, enfin, au NAB de cette année, on retrouve les mêmes thèmes de l'IBC de l'année dernière, qui sont le cloud, le SaaS, l'insertion publicitaire targetée, le fast, etc. Donc, on a évité de refaire les mêmes sujets, représenter les mêmes choses. On a plutôt vu, on va dire, au NAB des évolutions, mais pas de révolution. Donc, on a évité cette partie-là. Et puis aussi pour laisser plus de temps aux 4 présentations qui vont avoir lieu tout de suite. Donc, la première présentation, donc, c'est Gwenaël pour CDN Performance Evaluation with Edge Embedded Marketing. Watermarking, excuse-moi. Désolé. Pas de souci.
te laisse. Super, ouais, je prends une flèche. Je te remercie. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vous n'aurez pas le droit à Gwendal, qui est en Suède, donc vous aurez le Gwenbis, qui est Gwenaël. Voilà. Donc Gwenaël est plutôt sur le côté CDN, je suis plutôt sur le côté tatouage numérique, donc watermarking en anglais. Donc aujourd'hui, cette présentation, on va parler de lutte contre le piratage. Pas forcément la passion de tout le monde ici. Donc, on n'a rien à... C'est pas nouveau, hein. Je veux dire, il y a des contenus vidéo qui sont transmis par broadcast, par OTT. Il y a un moment, il y a des méchants qui font fuiter le contenu, et les pirates sont de plus en plus professionnels, donc ils s'organisent exactement comme des diffuseurs télé. À partir d'une fuite d'un contenu vidéo, il va être mis sur un catalogue qui va être acheté par plusieurs fournisseurs de contenu pirates, et du coup, vous allez avoir des abonnements à des services pirates qui ont l'air tout à fait légitimes. Donc ça, c'est bon, le paysage anti-piratage. Pour adresser le problème, typiquement, on met en place des solutions de protection. Donc celles que vous connaissez le plus, a priori, c'est les DRM, les systèmes d'accès conditionnel. On entend mieux au fond de la salle, j'imagine. Après, il y a du piratage, mais les pirates ne vous appellent pas pour vous dire on a mis les contenus pirates ici. Donc il y a une opération de monitoring pour trouver ces copies pirates. Une fois qu'il y a les copies pirates, on ne va pas aller chercher les 1 million de personnes qui regardent leur écran, leur contenu pirate. Le but, c'est de viser à terminer la personne qui fait fuiter le contenu. Donc aujourd'hui, le cadre de la présentation, c'est vraiment la partie qu'est-ce qu'on peut déployer comme solutions techniques qui vont permettre de faire le reste plus tard. Et en particulier, on va parler de solutions de tatouage numérique qui, pour faire simple, vous avez un contenu vidéo, je dois l'envoyer aux 80 personnes de cette pièce. Les 80 personnes, d'une façon ou d'une autre, vont devoir recevoir une copie différente. Et les différences de ces copies vont me permettre, moi, de dire si cette copie est retrouvée, c'est cette personne qui l'a fait chuter, et vous ne pouvez pas voir la différence à la vie. C'est l'idée de principe. C'est un peu contre-intuitif parce que tout ce qui est diffusion, c'est plutôt on va distribuer la même chose à tout le monde. Et le paradigme du tatouage, c'est qu'il faut distribuer quelque chose de différent à chaque personne. Donc historiquement, ça existe dans le broadcast depuis très très longtemps, et ça s'appuyait, donc dans le broadcast, il n'y a pas le choix, on envoie la même chose à tout le monde. Donc du coup, ça se passait au niveau du device. Un device fermé, donc sur lequel on peut avoir certains niveaux de sécurité. En OTT, l'une des problématiques, c'est que le device est beaucoup plus ouvert. Donc c'est en termes de modèle de confiance, c'est pas la même chose, et donc on va chercher des solutions pour tatouer au niveau du réseau, au niveau de la distribution OTT. Donc la formule générique qui émerge au niveau de l'industrie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le tatouage AB. Pour faire très simple, au niveau de l'ingestion du contenu, donc vous avez une source vidéo, vous allez générer une version A, une version B. Donc pour tous les segments vidéo que vous allez distribuer, vous aurez une version A et une B. Et vous allez faire quelque chose pour que chaque utilisateur reçoive une séquence unique de segments AB. C'est la séquence de segments AB qui va encoder l'identifiant de l'utilisateur. Ça, c'est l'idée de base. On voit quand même que, on parle d'efficience énergétique, on double les flux qui sont transmis. Donc on se dit, oulala, c'est pas top. Effectivement, donc d'un point de vue purement pragmatique, on va au moins jusqu'à l'edge transmettre 2 fois plus de débit. D'un point de vue pur tatouage, on va être limité sur le fait qu'il y a une variante A et une variante B d'un segment, donc on va transmettre un bit d'information, A ou B. Donc on va être limité en termes dont on va pouvoir insérer un bit d'information par segment, pas plus. Alors après, on pourrait en mettre plus, on pourrait mettre 2 bits d'information, il faudrait avoir ABCD, et donc on multiplierait par 4. Et donc aujourd'hui, pour faire assez simple, donc le client, le player, va dans toutes ses requêtes ajouter un token qui contient son identifiant. Quand ce token va arriver à l'edge, il va être déchiffré, l'edge va être capable de trouver l'identifiant, va regarder le nom de fichier du segment qui a été demandé, dériver un index de bits, on va dire, c'est le bit numéro 45 qui m'intéresse, on regarde la valeur du bit 45 dans l'identifiant, si c'est 0, on envoie A, si c'est 1, on envoie B. Mais l'idée, c'est qu'on bénéficie toujours du mécanisme de cache et qu'on fait la sérialisation A ou B juste à l'edge. Mais il y a une problématique, c'est qu'on s'appuie sur les noms de fichiers. Donc il y a des dépendances avec les packagers que ne s'arrange pas beaucoup. Donc aujourd'hui, donc ça c'est ce qu'on a vu avant, c'est vraiment ce qui émerge comme solution générique. Vous allez avoir plusieurs fournisseurs qui vont fournir ça. Vous allez avoir Synamedia, vous allez avoir Viaccess, vous allez avoir Nagravision, vous allez avoir Irdeto, vous allez avoir Verimatrix, sûrement d'autres, FreeMTS aussi.
c'est vraiment ce qui va être générique. Il y a un blueprint de spécification qui va être publié bientôt par DHIF, qui va dire exactement comment on fait ça de façon efficace. Et donc aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de s'affranchir de cette duplication du flux d'entrée. Donc, la particularité de la technologie de Synamedia, c'est qu'elle opère au niveau du flux compressé, c'est-à-dire qu'on peut insérer le tatouage, générer les A et les B, trouver comment tatouer une fois que le flux a été encodé. Donc, ça nous permet de... On va analyser le flux qui est transcodé par l'encodeur, on va trouver comment le modifier pour insérer l'information de tatouage. On ne va pas faire l'information de tatouage, on va juste insérer des métadonnées qui permettront plus tard de faire effectivement l'opération de tatouage. Ce qui nous permet d'avoir seulement un flux vidéo qui transite jusqu'à l'Edge. Et intellectuellement, pour l'instant, on se dit, bah, à l'Edge, on consomme ces informations, ces métadonnées qu'on a ajoutées dans la chaîne de diffusion, et on sérialise à la volée le segment qu'on veut livrer. L'intérêt, visuellement, on le voit, il n'y a plus de A et de B. Donc, le côté énergétique efficient, c'est qu'on ne transmet qu'une seule version du contenu jusqu'à l'Edge. Ça nous permet aussi de nous affranchir on ne peut tatouer qu'un bit par segment. Comme maintenant je le fais à l'Edge, potentiellement, je peux mettre 2 bits par segment, ce n'est pas un souci. Je bénéficie toujours du mécanisme de cache. Quand je réponds à une requête, je pars toujours du segment qui est en cache qui contient les métadonnées d'insertion et j'applique les métadonnées d'insertion. Mais ce qui est en cache n'est pas tatoué. Donc, si on va un peu plus en détail, donc à l'intérieur de l'Edge, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le client va émettre une requête avec son token qui contient l'identifiant de tatouage, ça va arriver à l'Edge. On récupère le token, on va chercher le segment que l'utilisateur a demandé, on va extraire les informations qu'aujourd'hui on transmet grâce à des SEI en MPEG. Ces SEI ne sont pas protégés par la couche de protection de contenu, le DRM, d'après MPEG-1, ou tout du moins on peut désactiver la protection, donc ça ne veut pas dire que c'est en clair, mais c'est la clé qui est utilisée est accessible par la logique, et on va serialiser. Donc tout ça marche, on a déjà fait des démos avec Limelight et Jaio, qui s'appelle Jaio maintenant et tout ça. L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de voir est-ce que ça passe vraiment à l'échelle. Parce que techniquement, ok, c'est faisable, on peut modifier à l'Edge ce qui se passe. Voilà. Donc, la première réflexion que va vous donner une personne qui fait du CDN, c'est bien joli ta logique là, que tu veux mettre à l'Edge, mais c'est quoi la complexité? Donc, on parle de CPU, c'est quoi la complexité? Donc, nous, d'un point de vue très pragmatique, ça revient à faire des modifications dans le flux de quelques octets. On va dire 2 octets pour... Et le nombre de modifications qu'on va faire va être dépendant du flux. Parce que c'est une technologie opportuniste qui va ne pouvoir tatouer que là où le flux nous permet de tatouer. Donc là, dans le graphique, vous donne typiquement le nombre d'emplacements dans un segment qu'on peut modifier pour un flux vidéo. Donc c'est la PDF. Donc en moyenne, sur un flux 1080p, on va faire 1000 changements par segment. Et on voit que c'est à peu près un ordre de grandeur quand on descend en qualité. Donc on va avoir une complexité qui va dépendre du nombre de marques, vu que on va devoir faire une opération par marque. Mais si on fait des mesures, donc là, on vous montre que ce qu'il y a en 1080p, parce que bon, ça ne servait pas à grand-chose de vous montrer les autres résolutions. On voit qu'on a une augmentation de la charge CPU avec le nombre d'utilisateurs qui interagissent avec le CDN, plus ou moins linéaire. Donc jusque-là, ça va. Et ça n'atteint pas des niveaux d'idéant de CPU. On passe de 3% à 6% d'occupation de la Chine, juste en activant la mécanique qui permet de faire le tatouage en bordure de CDN. Donc jusque-là, on est content. Et on regarde après le TTMS. Donc combien de temps on doit attendre pour que le segment sorte du CDN. Et là, on est beaucoup moins content. Dans le sens où, en fait, ce qui inquiétait les CDN, et pas que nos collègues de Synamedia, mais Akamai, Edge.io et tout ça, c'était, mais ça va y avoir beaucoup de CPU parce qu'on parle de milliers de requêtes à la seconde, et même si la requête est simple à traiter, vous faites quelque chose. Et donc, c'est pas CPU le problème, mais on voit quand même, donc on arrive à écouler en gros la machine du CDN avec 4500 utilisateurs, mais pas parce que le CPU est à 100%, mais on voit que
le temps de réponse, il passe de 100 millisecondes à 500 millisecondes, ce qui est inacceptable, et on n'a pas poussé le curseur beaucoup plus loin parce que, en fait, la machine s'écroule. Donc, pour comprendre ce qui se passe, donc techniquement, c'est faisable. On peut tatouer à l'edge, bonne nouvelle. Ça prend pas beaucoup de CPU, deuxième bonne nouvelle. Il y a un problème, mauvaise nouvelle. Donc, d'où vient le problème? Donc là, vous avez une représentation de ce qui se passe, en gros, en bordure de CDN dans un serveur de Edge. Donc, vous avez une requête client, et traditionnellement, vous allez avoir un transfert du cache directement vers la carte réseau. Donc, la requête de segment, ça va être une série de buffers, et elle va être directement transmise à la carte réseau. Et les boulots d'étranglement, c'est soit la carte réseau, donc je vous dis tout de suite, c'est pas ça le problème ici, soit la partie comment sortir du cache. Et c'est là que vous allez avoir toutes les optimisations de chaque vendeur. Est-ce que je mets le cache en RAM, en disque, en super moite-moite, du prefetch et ainsi de suite. Donc ça, c'est le problème traditionnel. Si vous devez faire quelque chose au segment, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez transiter ce segment dans une autre partie de la RAM, juste pour pouvoir faire quelque chose. Et notre suspicion aujourd'hui, c'est que juste le transfert de RAM fait trop de trafic sur la RAM, et c'est ça qui fait écrouler la machine. On l'a vérifié, on a juste désactivé. Donc on a fait tout ça sur des serveurs Apache Traffic Server, avec le mécanisme de plugin d'Apache Traffic Server. On a juste mis un plugin vide qui ne fait strictement rien, mais qui passe par la RAM, et on voit que de toute façon, même sans qu'il y ait la logique de tatouage, on dégrade fortement les propriétés du Traffic Server. C'était à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, on n'a pas optimisé, on a trouvé un problème qui n'était pas forcément sur le radar de tout le monde. Il y a d'autres vendeurs de CDN qui nous ont confirmé, oui, pour processer des gros segments, même si tout le monde dit, oui, on peut maintenant processer le corps du contenu d'une requête en bordure de CDN. En pratique, si c'est un contenu, si c'est le segment vidéo, ça pose des problèmes. Ça transitait directement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, impact sur le CPU marginal, mais il y a définitivement un défi technique par rapport à la mémoire et au management de thread pour le CDN, ce qui est une nouvelle problématique. Pour eux, désolé. Voilà, de rien. On peut prendre quelques questions si vous voulez. Je vais faire. Ça marche. Et si ça se peut, il n'y a pas de questions aussi. Si. Vas-y. Alors effectivement, tout cela pour l'instant est. Alors, est-ce que le problème qu'on observe est lié au début de la flip? Est-ce que le problème qu'on observe est lié au débit du flux vidéo qui transite? C'est effectivement ce qu'on suppose. Si on fait la même expérience avec un flux 480p, on ne va pas avoir le problème qui va émerger. Si je le fais en 4K, potentiellement, avec 500 utilisateurs, potentiellement, j'écroule déjà le serveur. Il y avait une autre question. Alors, de toute façon, est-ce que avec cette mécanique, on ne prévoit pas d'écrouler le mécanisme de cache aval? Donc, on parle du cache de l'ISP typiquement. Ouais, d'accord. En fait, que ce soit la solution AB ou la nôtre, de toute façon, le cache ISP n'existe pas. Parce qu'il faut livrer quelque chose d'unique à chaque utilisateur. Juste pour qu'on soit clair. Donc, c'est pas. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai aussi pour la solution générique qui émerge aujourd'hui dans l'industrie. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je dis peut-être une énormité, mais on ne peut pas avoir que l'audio seulement. Alors, peut-on ne tatouer que l'audio? Oui, on peut. Alors, on peut tatouer que l'audio, mais par exemple, si on prend l'exemple du cinéma numérique, en fait, l'audio est un contenu qui a sa valeur, la vidéo a un autre. Donc, on va aller, par exemple, dans les cinémas, se plugger sur la prise de jack pour avoir l'audio en très bonne qualité, mais on va utiliser le caméscope des États-Unis ou du Pérou où on a la place et ainsi de suite. Et on va juste mettre la piste audio. Donc, ça ne nous permettra pas forcément de savoir d'où vient la fuite de la vidéo, d'avoir la piste audio, parce que les pirates aussi font du compositing,
et peuvent changer la piste audio par rapport à la vidéo. Alors, pas forcément sur du live parce que c'est compliqué, mais même là, ils vont potentiellement mettre un commentaire audio différent. Si on prend l'exemple de Be Out You, que certains d'entre vous peut-être se souviennent en 2018 pour la Coupe du Monde de football, piratage d'État, donc bon, ça c'est pas une solution technique qui va résoudre le problème. Le commentaire audio était différent de Bing qui était piraté en live. Il y avait une question, j'ai vu ici. Est-ce que les messages SRI ils s'arrêtent à CDN ou ils propager jusqu'au client? Donc, est-ce que les messages de SEI qui sont utilisés pour transmettre les informations de tatouage sont transmis jusqu'au client? En fait, quand ils sont consommés au moment où on sérialise, nous, on va effacer le SEI. Donc, on va pas enlever le SEI parce qu'il faudrait repackager le segment, donc ça, on ne veut pas le faire. Mais en revanche, on va mettre DF, 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 donc il n'y aura plus d'informations. Et encore une question, décidément. Oui, pourquoi devoir faire 1000 opérations à la seconde? Puisque j'imagine que pour bloquer un flux, une opération par seconde, se limiter sur le nombre d'insertions serait suffisant. On n'a pas besoin de bloquer quelqu'un 1000 fois par seconde. Alors, il faut pas le voir comme non. Question. Pourquoi faire 1000 opérations par seconde quand on pourrait n'en faire qu'une parce que potentiellement on a besoin de faire qu'une opération pour bloquer quelqu'un. Il faut pas le voir comme ça. En fait, c'est pour transmettre un bit d'information. On faut le voir un peu comme du pointillisme. Donc moi, ma modification, ça va changer un petit bout d'image ici. Donc, pour être capable de dire j'ai mis un 0, il va falloir que j'agrège un certain nombre de modifications pour dire de façon assez statistiquement confiante que c'est effectivement un 0. Et je dis pas qu'il en faut 1000 des modifications, mais je peux pas en avoir qu'une en gros. Et de toute façon, ça ne changera pas le problème de la RAM, ça ne changerait que le problème du CPU, qui n'est pas le problème aujourd'hui. Si, encore une autre question. Est-ce que c'est compatible avec le scrambling? Alors, question, est-ce que c'est compatible avec le scrambling? Excellente question, on est allé très très vite sur la question, c'était mentionné dans les transparents. Donc oui, on va faire l'opération de modification du flux sur un flux qui est protégé par un DRM. On ne va pas déchiffrer le flux, faire l'opération, rechiffrer le flux. C'est un peu magique, on ne va pas le faire là. Je suis tout à fait OK pour en parler obsession, il n'y a pas de secret. Voilà. Autre question? Pas d'autres questions? Merci encore. Mais de rien. Donc, pour la deuxième présentation, c'est Toine qui va présenter. Alors, une petite particularité et une nouveauté, c'est que Toine a demandé à présenter en anglais. Donc, cette présentation sera en anglais, et puis si ça se passe bien, on fera peut-être les prochaines en anglais, parce qu'on a aussi eu d'autres demandes. Numéro 2. Voilà, je te laisse. Merci. Oui, bonjour à tous et à tous. Du coup, j'ai préparé des slides en anglais parce que j'ai présenté My Hype vidéo il y a un mois. Donc, je recommence ce que j'ai présenté pour la présentation, mais après la discussion, on peut basculer en français. Oui. Voilà, aujourd'hui, je voudrais parler à la CDN élastique qui peut être déployée dans le réseau dans le réseau mobile. Donc, je travaille avec mes collègues de Christophe Neumann qui est en bas et malheureusement Guillaume Bichot qui n'arrive pas à nous joindre aujourd'hui parce que c'est une raison familiale. Ok, ouais, voilà. Maintenant, je voudrais basculer en français, en anglais, pardon. We know that the mobile network operators start using more and more the edge platform to deploy their network functions and services as virtual appliances within their networks. And the edge platforms, which are geographically distributed across their network, provide flexibility for virtual resource utilization. And more importantly,
is allowed to deploy the virtual applications close to the end user. So from the video streaming perspective, when we deploy the CDN cache close to the end user, improves the query. But if we deploy the virtual applications at the edge, it imposes a certain cost, for example, the infrastructure, traffic, etc. So, and if we continuously running the VCN cache instances at the edge locations, so it's a kind of a WhatsApp resources. So that's why we think that the VCN must continuously adjust its virtual infrastructure to optimize the trade-off between the cost and the query provided to the end user. So you may know that people talk a lot about the edge. So what we mean the edge here in this presentation is mean that the cache instance can be deployed anywhere within the mobile network. For example, the cache instance deployed at the central place just before leaving the mobile network, or it can be at the aggregation point somewhere in the middle in the network, or even net to the mobile base station. So what we mean here that the edge means anywhere within the mobile network. To build such a VCN system, we identify 4 important requirements. So first, the system should be virtualized and be designed to be deployed on the Kubernetes-based edge platforms. So we know that Kubernetes is now the de facto industry standards. So this design allows to take advantage of Kubernetes build features such as automatic scaling, self-monitoring, and so on. The second requirement is that the system should be elastic. It means that the system can dynamically create a CDN cache instance or destroy it dynamically based on the different metrics and costs. So, and an elastic system should be able to handle the peak of traffic by using both horizontal and vertical scaling. The horizontal scaling means to deploy the cache instance in different edge locations. And the vertical scaling means to deploy more cache instances in the same edge locations. And the reverse process is also applied, which means that the system destroys the cache instance whenever their presence is not justified anymore. The third requirement is that the system is a dynamic system, so it should be able to migrate the ongoing streaming sessions from one cache instance to another one without interfering with the end user experience. So, for example, when a new cache instance is deployed, some existing streaming sessions are relocated from this new cache instance because they are physically closer to this new cache instance. And the mobile network has a particularity that the mobile user may move between the cells, and that triggers the handover procedure. And the handover and the mobility events may cause the packet loss or a small disconnection for periods of time. So it's required that the system should be resilient to the events to ensure a smooth video playback. So now let's take a look at the concept, how does it work. So in this figure, we see that there's 2 mobile users located at the S1 locations. These 2 mobile users are enough to justify a deployment of a cache instance in the S location. We can see here that's the cache instance in S1. And at the bottom, there's only 1 mobile user. So it is streaming from the cache instance in the central. So later, for example, when 1 mobile user from the S1 move to the S2 locations, the S2 location now has 2 mobile users. So, and the system knows that and is decided to instantiate a cache instance in S2 location to serve the 2 users the function seamless. And on the other hand, the S1 location now has just only 1 mobile user. So, and that's enough to justify a cache instance in S1 location. So the system decided to destroy this cache instance, and the remaining mobile user now
is streamed with the cache instance in central. So through this example, we see that the system follow the end users. So that's the important point. So, and with this concept, we come up with an architecture that we first target on the mobile network, but it also work with the fixed broadband network. This architecture has three important building blocks. The first one is the mobile network infrastructure. So we can see here in the figure. So the first part of the mobile network infrastructure is the radio access network, which is typically the connection between the mobile user and the 5G base stations. The second part is the core network, which handle the control plane of the mobile network. And finally, the data gateway, which is called UPF in 5G. So the data gateway handle the data traffic between the mobile user through the mobile network and the internet. The second building block of the architecture is the edge platforms, which are distributed across the mobile networks. So in this example, we have three different edge platforms. We also call it cloudlet. So for example, H1 on the top, H2 on the bottom left, and central at the bottom right. So tu peux utiliser le pointeur. Oui. Ici, regarde. No, this is You can do ici. Look. okay. So, and in Edge Cloudlet, we deploy what we call the Edge enabler functions. For example, ECAM, which stands for Edge Cloud Application Manager, ECP, which stands for Edge Cloud Platform, and ECPM, which stands for the Edge Cloud Platform Manager. So we don't have much time to describe the detailed functionality of these functions, so we can discuss apply, or you can read the paper later on. But they basically help the system to deploy the applications at anywhere and anytime. And finally, on we can deploy the virtual CDN infrastructure on the top of the edge platforms. So, and in this cloudlet, we can deploy a cache instance which comprise a cache controller and one or several cache server instances according to the traffic, for example. And in the central cloudlet, we need an orchestrator. That is the brand of the VDN system because it takes a lot of decisions, and I'm going to describe its functionality in the next slide. So the cache orchestrator has three important pillars: the network discovery, the cache management, and the traffic steering. The cache orchestrator needs to know the available cloudlets, its capabilities, status, loss, and so on. So this mechanism allows the orchestrator to build the network topology to know where it can deploy the cache instances based on the different metrics. The second pillar is the cache management. It means that the orchestrator manages the life cycle of the cache instances, such as instantiation, terminations, based on the different metrics, such as the number of streaming sessions or energy consumption. The system relies on three complementary mechanisms for traffic steering: traffic influence, traffic rules, and IBN cache. Traffic influence is used by the orchestrator to tell the mobile network to forward the traffic of the mobile terminal to the target edge platforms. So, and this traffic mechanism is based on 3GPP, the influence API. The second traffic steering mechanism is traffic rules, which means that when the traffic from the mobile user arrives at the target edge platform, thanks to the traffic influence API, the traffic rules is used to tell the edge platform to forward to the right application instance located inside the cloudlet, because in the cloudlet there are a lot of different applications such as ARVR, CDN, or IoT, and so on.
So we need to forward to the right instances. And finally, the idea of IBNE cache is that every cache instance within the mobile network has the same IP address, so that the mobile user is not aware whether he's streaming with the cache instance in one particular cloudlet or another one. So that's why that helps us to be able to steer the traffic behind the scene without impacting the end user experience. So let's take a look on the workflow to see how the whole system works. So in this figure, we see that the mobile user physically located in the S1 location, and he's streaming at the beginning with the cache server instance in central. So using the any cache IP address, for example, ABCD. So later, the cache controller inform the orchestrator about the session, for example, session ID, bandwidth, location, and so on, and all the metrics you can imagine. At some point in time, the orchestrator decide to instantiate a cache instance in H1 because maybe, for example, there are lots of users are watching the same content in that area, so the system decide to deploy a cache instance in that area. And then, so with this decision, the cache orchestrator send the request to the ECAM saying that I want to deploy a cache instance in H1 locations. So the ECAM forward this request to the ECPM located in the S1 locations. And then the ECPM do the job to deploy the cache controller and the cache server instances. And when the instances are up, the cache controller inform the ECP saying that for destination IP address ABCD, please forward to the cache server instance located inside the cloudlet. And when everything is ready, the cache controller say to the cache orchestrator that I'm ready to serve the content. And at this time, the orchestrator send the traffic influence API saying that for destination IP address, please forward to cloudlet S1 instead of central. So, and at this time, the traffic from the mobile terminal located in S1 is steered from the cache server instance in central to the one in S1 seamlessly. So then that's the idea. And so we have implemented a testbed to experiment the concept. So in this testbed, we have 4 virtual machines. The first 3 virtual machines represent 3 different cloudlets: central in the middle, S1 on the top, and S2 at the bottom. The fourth VM is used to simulate the mobile access network. So, and in each VM, we have for example, the ECPM that are deployed on every cloudlet, while the ECAM is only in the central cloudlet in the middle. And similarly, the cache orchestrator is deployed only in the central cloudlet, while the cache controller and the cache server can be deployed in any cloudlet according to the traffic or the route decided by the orchestrator. So that's the part of the Kubernetes cluster, and the part of the traffic steering. So we have implemented the traffic influence API using the Open vSwitch. So in this figure, we have 3 different Open vSwitch, which is UBS functionality, and it's centrally controlled by the OpenDaylight, which is an extended functionality of the ECAM in the central. And there's a traffic rules functionality, which is also implemented by the Open vSwitch. So this is based on the Azimuth traffic Azimuth API. Let's take a look on the experiment that we have done. So this is a cache instantiation and termination. The blue line indicates the number of streaming sessions served by the cache instance in central over the time, and similarly the red line is for the S1. So at the beginning, the number of streaming sessions climbed from 0 to 3, and that
trigger the cache instantiation procedure. The system it takes a little while to deploy the cache instance in H1. And we can see here that at around 80 seconds, the 3 streaming sessions that are being served by the cache instance in Central are seamlessly relocated to the cache instance in H1. Later, we stop progressively 2 streaming sessions at the H1, so there's only 1 remaining session, and that triggers the cache termination procedure. But before terminating the cache instance in H1, we seamlessly relocate the remaining streaming sessions to the cache instance in Central. We also experiment the handover procedure with, and we found an implementation issue with Dash.js player. So we know that the handover may cause packet loss, and the impact may be more important if it occurs at the end of the media segment delivery. So in that particular case, the Dash.js player expects to receive more data from the segment, but it was lost during the handover. So it's wait until the buffer is empty. So and it needs to playback store from time to time. It's not always, because if it's occur at the beginning of the segment delivery, it's not a problem. And actually, we look at the code and found that Dash.js player doesn't monitor well the download progress from the last data arrival event of the media segment delivery. So that's why we propose adding a configurable timer to monitor the download progress from the last data arrival event. So it means that if this timer is expired, the Dash.js player abandon the current segment request and ask again, maybe with a lower resolutions. And we created a pull request in GitHub, and it was accepted. In conclusion, so we have built a fully virtualized CDN that are deployed on the private Kubernetes cluster, and we also ported our implementation to be deployed on the public cloud, for example, the AWS. And last but not least, the system is applicable to both mobile and fixed broadband networks. And we have showed the recorded demo at last Mobile World Congress and my high video. Thank you. See you the next one. Oui, en français, oui, on peut basculer en français. Non, c'est une question. Les seules instances déployées, il y avait uniquement le CN qui était déployé les UPF qui étaient utilisés dans l'expérimentation, c'est déployé pas automatiquement au console. Non, ça appartient de Edge Platform. Par exemple, si de l'Edge Platform, si on gère la partie réseau mobile, il peut déployer à la volée. Mais dans cette implémentation, on déploie un UPF de façon fixe. Et parce qu'on se focalise sur la partie CDN. Oui. Il ne va pas avoir un surcoût d'instanciation, surcoût énergétique sur le réseau et sur les autres. Si il y a beaucoup de temps, ça va. Enfin, quoi la balance entre le gain et. Le gain, oui, en fait, l'orchestrateur, pour le moment. Ah oui. Oui, la question est-ce qu'il y a un coût d'instanciation ou termination une instance de cache? Oui, même par exemple, parce que le CDN est déployé sur une plateforme. Donc, ça veut dire s'il n'y a pas d'instance de cache, la plateforme doit fonctionner, donc il consomme de l'énergie. Donc, si on déploie, on consomme un peu plus, mais si on ne déploie pas, la plateforme consomme de l'énergie quand même. Donc, oui, pour le moment, le système ne prend pas en compte les critères énergétiques, mais dans l'avenir, ça sera une des métriques qu'il va considérer pour la décision. Oui.
celui après William. Par contre, j'ai pas bien entendu. C'est là que pour la 5G de par la dépendance. C'est pour la 5G de par la dépendance avec Non, en fait, la partie Edge Platform est indépendante du réseau mobile. Et du coup, on a implémenté initialement avec le frère réseau NTE en partenariat avec Bicom. Bicom fournit un réseau mobile pour nous, on déploie des Edge Platform et on déploie notre système de DCCN. Et en fait, ça c'est indépendant à la génération du réseau mobile, soit NTO, soit 5G, ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc, la troisième présentation, avec un super long titre, c'est présenté par Juan Carlos. Si tu veux bien venir. Comparison between unicast and multicast in terms of energy consumption and bandwidth utilization for transmission of popular content. Deux choses, Juan. Je vais utiliser ça pour le pointeur. Et à la fin, n'oublie pas de répéter les trucs. Numéro 3. Est-ce que je peux prendre ça là-dedans? Bien sûr. Tu peux chanter aussi, mais... Et donc, je te mets juste le pointeur. Tu mets un pointeur. Okay. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Juan Carlos. J'ai fait ma thèse ici chez NSIS avec l'IMT Atlantique. Et maintenant, je suis ingénieur projet ici chez NSIS. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats, ou quelques résultats de la thèse. Quelle était notre motivation? Aujourd'hui, en 2022, dans les réseaux mobiles, il y avait à peu près 70% de trafic qui est dû aux vidéos. Et la tendance est que ça augmente parce que la popularité des services streaming et services linéaires, et avec la 5G et avec les nouveaux services réalité augmentée, réalité virtuelle, et ça va toujours augmenter la demande de consommation vidéo. Et surtout, popular content, c'est le contenu qu'on regarde tous en même temps. Imaginez-vous la finale de la Champions, la Coupe du Monde, etc., les présidents qui parlent. Tout le monde regarde la même chose en même temps. Et aujourd'hui, dans la plupart des cas, ça se passe en unicast. Il y a un flux pour chaque personne. Et ça peut surcharger les réseaux. Alors, la motivation, c'est que les broadcasts, le multicast, pour aider à baisser la charge dans les réseaux, parce que les mêmes ressources peuvent être utilisées par tous les utilisateurs. Alors, comment ça se passe l'unicast dans les réseaux mobiles? Dans les réseaux mobiles, les ressources sont en temps et en fréquence. Si un utilisateur se trouve près d'une station basse, une bonne qualité de canal, il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources pour cet utilisateur pour que les choses marchent bien. Mais si l'utilisateur est un peu plus loin, on aura besoin de plus de ressources. C'est ça, ça s'appelle link adaptation. Et du coup, le problème avec l'unicast, c'est qu'il y a un moment où il y a beaucoup d'utilisateurs dans la cellule et on aura plus de ressources pour servir tout le monde. Et si tout le monde regarde la même chose, c'est dommage. C'est un gâchis de ressources. En plus, dans l'unicast, on a les problèmes des interférences. Si les cellules voisines transmettent au même temps des autres services en utilisant les mêmes ressources, on va générer de l'interférence. Il y a deux techniques pour faire du broadcast dans les réseaux mobiles. C'est les multicast broadcast, single frequency network et single cell point-to-multipoint. Multicast broadcast single frequency network consiste en un groupe de cellules, on les appelle MBSFN area, et sont synchronisées pour transmettre les mêmes contenus en même temps à tous les utilisateurs dans la zone. Et dans ce cas, les mêmes ressources radio sont utilisées
par tous les utilisateurs. Ils vont tous recevoir. Et c'est l'utilisateur avec les canaux les plus difficiles, les CNR les plus faibles, qui va déterminer combien de ressources sont nécessaires. Dans ce cas, par exemple, c'est l'utilisateur B. En MBSFN, les ressources sont allouées subframe par subframe et les ressources qui ne sont pas utilisées pour le MBSFN peuvent être utilisées pour l'unicast, pour mettre des autres services, pour des autres utilisateurs. La deuxième technique broadcast, c'est SCPT. Ici, il s'agit de broadcast dans une seule cellule à la fois. Dans ce cas, c'est l'utilisateur avec les pires conditions de canal dans la cellule qui va déterminer combien de ressources sont nécessaires. Et on a un peu plus de souplesse parce que les SCPT et l'unicast peuvent partager les ressources dans les mêmes subframes en même temps. Les ressources qui ne sont pas utilisées pour SCPT peuvent être utilisées pour l'unicast, pour des autres services, mais on a le problème des interférences, comme en unicast. Voilà, ce sont les trois techniques de transmission qu'on va étudier, qu'on va réviser. C'est unicast, MBSFN et SCPT. L'objectif, c'est de savoir quand ça vaut la peine de basculer de l'unicast à un des méthodes broadcast, avec l'objectif de réduire la bande passante utilisée, ou aussi la consommation d'énergie. Au début, on va parler de bande passante. Désolé, ok. Et la première partie, c'est une comparaison entre unicast et MBSFN. Après, un modèle pour les calculs de nombre d'utilisateurs, pour le basculement entre unicast et MBSFN. Et l'étude sur la consommation d'énergie et finalement les conclusions. Alors, le but ici, c'est de comparer unicast et MBSFN du point de vue de consommation des ressources radio. On considère un seul service, on considère que tout le monde demande les mêmes services et on fait l'analyse d'un unicast séparément de MBSFN. Pour la localisation des stations basses, on considère un modèle uniforme aléatoire. Là, dans l'image, imaginez-vous une surface, une ville, c'est Rennes, par exemple. Et chaque étoile bleue dans la surface, c'est une station basse. D'accord? L'utilisateur se trouve à République. Pour MBSFN, on a un paramètre additionnel, c'est le nombre de cellules qui sont synchronisées. Et dans ce cas, dans l'image, ce sont les stations basses en rouge, par exemple, qui font partie de la zone MBSFN, et les stations basses en bleu génèrent de l'interférence parce qu'ils transmettent une autre chose, un autre service. On peut considérer aussi que toutes les cellules appartiennent à une zone MBSFN, par exemple, si c'est un déploiement national. Au niveau des antennes, on considère un modèle avec des antennes trisectorielles pour l'unicast et pour MBSFN, et pour unicast uniquement, il y a le beamforming. Ça consiste à avoir plusieurs antennes par cellule et pour faire une transmission très directive, augmenter la puissance dans une certaine direction. Considérer les effets traditionnels, pas de loss, fading, shadowing. Et voilà les résultats. La première chose qu'on a analysé, c'est les niveaux de puissance utile reçus par l'utilisateur en unicast. Alors, on a une antenne sans beamforming, 2, 4 ou 8 antennes beamforming. On voit que quand on utilise le beamforming, on augmente le niveau de la signal reçu par l'utilisateur. Et si on augmente le nombre de stations basses par kilomètre carré, le niveau de la puissance de la signal utile augmente aussi avec le beamforming. Et quand on analyse les résultats pour la partie broadcast, on voit que comme le broadcast n'utilise pas le beamforming, les niveaux de puissance utile restent à peu près les mêmes que pour l'unicast sans beamforming. Après, quand on a fait l'analyse des interférences, on voit que le beamforming réduit les interférences, mais très très peu. Vous voyez dans l'image la différence entre avoir une antenne et 8 antennes par cellule, et c'est pas beaucoup au niveau des interférences. Tandis que quand on utilise le broadcast, quand on utilise le MBSFN, les interférences sont drastiquement réduites parce que les cellules donnent de la signal utile. Ils ne génèrent pas de l'interférence à la transmission MBSFN. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est plus important?
les gains de beamforming pour la signal utile ou les gains de MBSFN pour réduire l'interférence. Alors, on utilise le signal to interference plus noise ratio. C'est la métrique traditionnelle qui combine ces deux métriques. C'est le ratio entre la signal utile et les interférences plus de bruit. C'est très important, les CNR, parce que beaucoup de choses dépendent des CNR, principalement les débits. Par exemple, selon les théorèmes de Shannon, et les débits est dépendant des CNR. Un CNR plus élevé peut avoir un débit plus élevé pour les utilisateurs. Et après, on a la distribution de probabilité de CNR, ça s'appelle Cumulative Distribution Function, ou aussi Otage Probability. C'est la probabilité que les CNR soient plus faibles qu'une certaine threshold. Et voici les résultats au niveau des CDF. L'objectif, c'est d'avoir les courbes les plus à droite possibles. Cela veut dire que les CNR est plus élevé. Et dans ce cas, on fait la comparaison entre unicast sans beamforming et unicast avec beamforming avec 8 antennes. On voit qu'on a un gain d'à peu près 10 dB en CNR quand on utilise le beamforming. Néanmoins, on voit que quand on utilise le MBSFN, là on considère que ça appartient à la zone MBSFN, on a un gain de 10 dB en plus des gains qu'on avait avec les beamforming. Alors dans ce cas, on peut dire direct que le MBSFN permet un SINR plus élevé que le unicast avec beamforming avec 8 antennes par cellule. Et si on augmente la densité de ces stations basses, ça ne change rien pour l'unicast, mais on a encore un gain de SINR pour les MBSFN. Alors, la question, quand les MBSFN deviennent plus efficaces que l'unicast? Pour répondre à cette question, il faut comparer la quantité de ressources radio utilisées par chaque technique. Pour l'unicast, c'est le nombre d'utilisateurs qui demandent le même contenu multiplié par la bande passante moyenne utilisée par chaque utilisateur. Et pour les MBSFN, c'est le nombre de stations basses multiplié par la bande passante utilisée par chaque station basse. Et voilà, on fait un calcul en tenant compte du théorème de Shannon. Je ne vais pas expliquer, mais l'important c'est de savoir que le user threshold, le seuil d'utilisateur, c'est le nombre d'utilisateurs par cellule dans l'MBSFN area, à partir duquel ça vaut la peine de basculer de l'unicast à l'MBSFN pour réduire la consommation des bandes passantes. Voilà les résultats pour l'user threshold. Et dans ce cas, on fait la comparaison entre MBSFN et unicast sans beamforming. Alors, l'user threshold est très faible. C'est dans les pires des cas 3 utilisateurs par cellule pour faire les basculements. Ça peut arriver assez rapidement. Et si unicast utilise le beamforming, l'user threshold va augmenter parce que unicast aura une meilleure performance. Ce qui fait augmenter l'user threshold, mais même avec beamforming, les MBSFN, les broadcasts deviennent plus intéressants à partir de 8 utilisateurs par cellule qui regardent les mêmes contenus. Voilà pour la première partie. Maintenant, on avait considéré l'utilisateur à République, mais on n'est pas qu'à République, on peut être à 600, on peut être loin du milieu, on peut être dans la bordure de l'MBSFN area. Et dans ce cas, on est plus proche des interférences. Dans ce cas, on aura une performance plus délicate au niveau broadcast, parce qu'en broadcast, c'est la même transmission pour tout le monde, c'est les utilisateurs avec les pires conditions de canal qui vont déterminer les débits. Et en ça en compte, on a développé un modèle mathématique pour faire les calculs de l'user threshold. Dans ce modèle, bon, dans la littérature, normalement, on trouve l'utilisateur au milieu. Nous, ce qu'on a proposé, c'est plutôt ça. Alors, on a l'MBSFN area, c'est un disque au milieu, avec un rayon RS, d'accord? On a un utilisateur qui se trouve à une distance xi RS du milieu. Alors, on a intérêt que l'utilisateur se trouve à l'intérieur de l'MBSFN area, alors xi a une valeur entre 0, le milieu, et 1, la bordure. Et R, c'est les rayons totales qu'on considère. Les stations basses qui se trouvent entre RS et R génèrent de l'interférence. Et voilà l'équation. Elle est jolie, mais je ne vais pas l'expliquer. Et bon. Dans ce cas, utilisateur au milieu,
dans ce cas, on a les meilleures performances parce que l'utilisateur est entouré de cellules qui donnent que de la signal utile. Et on voit que 99% des utilisateurs ont un SINR plus élevé que 0 dB, c'est pas mal. Mais après, si les utilisateurs occupent la moitié de l'MBCFN et on a une perte de SINR de 10 dB. Si les utilisateurs se trouvent à une distance 1 sur racine de 2 de milieu. Cela veut dire que les services arrière où se trouvent les utilisateurs fait la moitié de la taille de MBCFN. Voilà. Et dans les pires des cas, si l'utilisateur se trouve dans la bordure de l'MBCFN, c'est juste à côté des stations basses qui vont générer de l'interférence, on perd beaucoup en SINR. On perd 25 dB à peu près. Et bien sûr, ça a un effet sur l'user threshold. Si les utilisateurs se trouvent tous concentrés au milieu, on a un user threshold super faible. En fait, c'est presque constant jusqu'à 0,4, valeur d'exi 0,4, mais après, ça commence à augmenter de manière exponentielle. Alors, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que la recommandation serait d'avoir un service area qui soit au maximum 80%, que la taille du service area soit au maximum 80% de la taille de l'MBCFN area, pour éviter d'avoir des utilisateurs dans la bordure qui dégradent la transmission pour tout le monde. Voilà. Parce qu'on risque de ne jamais utiliser les MBCFN. Vous voyez, il y a un user threshold d'à peu près 60 utilisateurs par cellule. Ça peut arriver dans des cas, dans des stades, mais ça n'arrive pas tout le temps. Voilà. Et la troisième partie, c'est la consommation d'énergie. On s'est posé la question, est-ce que les broadcasts pourraient réduire la consommation d'énergie dans les réseaux mobiles? On a fait une étude théorique à ce sujet. Et au niveau des puissances, on a utilisé des modèles simples. Au niveau des puissances, la puissance du portable dépend de débit. Le portable fait beaucoup de traitements quand il reçoit beaucoup de débit, mais la puissance de ces stations basses ne change pas, c'est toujours pareil. Après, pour la consommation d'énergie, l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Combien de temps le portable est allumé pour recevoir un certain service, combien de temps les stations basses est allumée pour transmettre un certain service. Et dans ce cas-là, on voulait calculer la consommation d'énergie pour tous les utilisateurs, tous les portables et pour toutes les stations basses. Alors, on multiplie par le nombre d'utilisateurs d'un côté et le nombre de stations basses de l'autre côté. Encore une fois, on a proposé un modèle. Ce qui est important de savoir, c'est que le temps dépend de l'SINR. Et le débit dépend de l'SINR, alors la puissance du téléphone dépend aussi de l'SINR. Donc, c'est les paramètres clés, les SINR. Si on sait les calculer, on peut faire les calculs de la consommation d'énergie aussi. Pour BSFN et SPT, on a fait pareil. On a le temps multiplié par la puissance, qui dépend de les SINR. Voici les résultats. Alors, on a 3 axes. On a le nombre moyen de ces stations basses par kilomètre carré dans la surface et le nombre moyen d'utilisateurs par kilomètre carré. Et dans l'axe 7, c'est les ratios de la consommation d'énergie de ces stations basses en unicast sur la consommation d'énergie de ces stations basses en broadcast. Si on a une valeur égale à 1, cela veut dire que les stations basses avec ces paramètres consomment la même chose dans les deux modes. Si on a une valeur plus haute, cela veut dire que les stations basses consomment plus d'énergie en unicast qu'en broadcast. Là, on a considéré que les utilisateurs se trouvent dans une surface qui fait la moitié de la taille de BSFN area. D'accord? C'est un déploiement on va dire bien fait, parce que les utilisateurs ne sont pas près de la bordure. Et dans ce cas-là, si on a 5 utilisateurs par kilomètre carré, en moyenne, ou plus, les MBSFN deviennent plus intéressants. Les MBSFN va aider à réduire la consommation d'énergie de ces stations basses. Après, du côté de téléphone, c'est encore plus intéressant.
on a les mêmes axes, le nombre moyen de stations basses par kilomètre carré et le nombre moyen de portables par kilomètre carré. Et dans ces cas-là, on voit qu'il y a très peu de cas où l'unicast fait que les portables consomment moins d'énergie. Pourquoi ça arrive? Parce que les CNR qu'on peut avoir avec MBSFN est très élevé et normalement, ça va permettre de transmettre les choses beaucoup plus vite. Et les portables seront allumés moins de temps. C'est ça la logique qu'on a utilisée dans les modèles. Voilà. On a fait aussi le calcul du nombre d'utilisateurs pour les basculements, si le critère n'est pas la bande passante, mais la consommation d'énergie. Et on a trouvé que pour les stations basses, les seuils d'utilisateurs, c'est les mêmes. Et pour les portables, le seuil d'utilisateur est plus faible que pour les stations basses. Alors, si on a intérêt à réduire la consommation d'énergie des devices, plutôt que des stations basses, on va basculer plus vite. Mais si l'intérêt, c'est de réduire la consommation d'énergie des stations basses, on va attendre un peu. C'est ça l'idée. Voilà, pour conclure, l'MBSFN et les CPT, ce sont des solutions prometteuses pour réduire la consommation d'énergie, la bande passante pour les services vidéo populaires. Et on a fait une comparaison entre l'UNICAS et les MBSFN. On a proposé une méthode pour calculer les seuils d'utilisateurs. Et on a montré que les MBSFN, en particulier, peut être très intéressant pour réduire la consommation d'énergie des stations basses et des devices. D'accord. Et voilà. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Oui. Donc, une des conclusions, il me semble que c'est la recommandation, c'est d'utiliser 80% de la MPSFN ARIA pour optimiser. La question que je me pose, c'est-à-dire que 20% de la MPSFN ARIA sera utilisée, sera perdue. Les cellules qui ont réservé des ressources pour faire du broadcast dans ce 20%, ces cellules-là, cette partie de spectre est perdue. Ok, la question, j'ai dit que la recommandation est d'utiliser que 80% de la surface de l'MBSFN ARIA. Cela veut dire que l'autre 20% se perd, c'est un gâchis de ressources. Non, c'est pas un gâchis parce que, en fait, avoir ces cellules-là, presque comme des cellules de garde entre les utilisateurs et l'apporteur de l'MBSFN ARIA, empêche de recevoir des interférences des cellules qui se trouvent à l'extérieur. Et si on a moins d'interférences, on a un SNR plus élevé. Si on a un SNR plus élevé, on transmet plus vite. Si on transmet plus vite, normalement, on va prendre moins de temps, on va utiliser moins de ressources radio, consommer moins d'énergie. Ils seront toujours allumés, les stations basses, mais bon, dans l'étude, on a considéré uniquement le temps qu'on prend pour transmettre les services. Une fois les services ont été transmis, pour nous, les stations basses sont éteintes. Après, dans la vie réelle, ça ne se passe pas encore comme ça. Pour la 5G, il y a des objectifs 0 bits transmis, 0 watts consommés. Bon, on va voir. Mais c'est à peu près ça l'idée qu'on a dans cette étude. On se concentre sur le temps qu'on prend pour transmettre. Après, ce qui se passe, on n'a pas analysé. Mais pour répondre à ta question, non, c'est pas un gâchis. Dans ce cas, c'est pas un gâchis parce qu'ils sont allumés, mais grâce à ces cellules, on va transmettre plus vite et on va consommer moins d'énergie, moins de ressources. Je pense que en 5G, le MBSFN ARIA, je pense que là-bas, le CPTM. Et CPTM est la solution pour le moment préférentielle, mais il y a quand même une option parce qu'en 5G, il y a le découpage au niveau des RAM
il y a les central units, il y a les distributed units, il y a les radio resource units. Les radio resource units sont des antennes bêtes qui sont gérées par les distributed units. Et dans les standards, ils ont dit que les MBSFN sera possible pour les antennes qui soient connectées au même distributed unit. Et ça fait quand même pas mal parce que dans certains documents, on dit qu'une distributed unit, on dirait des RRU qui se trouvent à 20 km. Une circonférence de 20 km, c'est rien, je pense, voire plus. Donc, ça reste quand même intéressant. Mais après, c'est vrai que pour 5G et CPTM, ils ont mis plus des efforts pour le moment sur les standardisations. Oui, et après tout. Et la question, c'est quoi la consommation typique d'une station basse? Et ça dépend de la taille. Et il y a des macro-cellules qui consomment 200 watts, quelque chose comme ça. Après, il y a des micro, pico, femto, et les plus petites consomment moins. Et je ne me souviens plus tous les chiffres. Mais par exemple, des macro à micro, on passe de 200 à 70 watts. Et si on continue, je pense qu'on arrive à 12 watts dans les pico-cellules. Donc, ça dépend de la taille. Ça dépend du rayon de la station. Et tout. J'ai une question ouverte. Comment on peut appliquer ces résultats-là pour, par exemple, prendre une décision, par exemple, quand on utilise Unica sur un prostate, comment la question, comment on peut utiliser tous ces résultats dans des vrais équipements, dans un vrai déploiement des réseaux mobiles? Et ça, c'est ça qu'on travaille. L'idée, c'est si on connaît la position de l'utilisateur, du pire utilisateur, on pourrait utiliser l'équation pour calculer l'user threshold. Parce qu'aujourd'hui, l'user threshold, il est fixé à main, mais si on est capable de connaître la position, on peut faire le calcul et ça sera dynamique. C'est ça l'objectif. C'est tout? OK. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose. L'étude de Juan Carlos, c'était effectivement d'avoir une formule mathématique qui puisse calculer en temps réel quasiment à quel moment ça devient intéressant en fonction du nombre d'utilisateurs qui arrivent ou qui sortent des cellules. Alors que la plupart du temps, on faisait des calculs très longs et très coûteux qui nécessitaient de faire une étude de couverture. Donc la thèse de Juan, c'était ça, de faire cette belle formule qu'il vous a pas présentée pour pouvoir faire ça. Mais il y a des cas où on peut déjà dès à présent quasiment dire qu'on va passer en multicast ou en broadcast. Je vais prendre juste 2 secondes. Il y a Roland Garros en ce moment, et l'année dernière, au moment de Roland Garros, on avait fait une étude pour savoir qu'est-ce qui se passe dans un stade de tennis quand plein de personnes regardent pas forcément la compétition en cours qui est devant les yeux, mais elles regardent évidemment ce qui se passe à côté pendant les breaks, et on se retrouve avec 10 000 utilisateurs, c'était un peu les slides là, on se retrouve avec des stades jusqu'à la fin, où on a, là c'est un stade de Roland Garros, où on a 4 antennes qui pointent, et on peut se retrouver avec 10 000 utilisateurs simultanément dans le stade, et sur certains nombres d'utilisateurs vont aller regarder pendant les breaks ce qui se passe sur le stade d'à côté, donc vont tous basculer d'un seul coup sur la même chaîne live. Parce que la vraie question derrière, c'est quoi le use case? Le use case traditionnel, c'est ça, c'est le sport, où on se retrouve tous à un même endroit à regarder la même chose, ou un événement sportif où on voit pas tout ce qui se passe et on va prendre notre téléphone pour voir ce qui se passe à côté. Et là, on avait fait l'étude et c'était vraiment impressionnant parce qu'on n'a que 4 antennes, donc on pourrait se dire on va couvrir facilement le stade, mais quand il y a 10 000 utilisateurs et qu'il y en a un certain nombre, plusieurs centaines, voire des milliers qui d'un seul coup basculent à regarder le match d'à côté, ça devient une perte d'énergie et de ressources énorme d'envoyer 1000 fois la même chose, même si on a 4 antennes en 5G, enfin ça pourrait le faire. Mais en termes de ressources, là, on va y gagner énormément. Donc, les use cases existent, mais sont généralement liés à des grands événements sportifs où on regarde tout le temps la même chose en même temps. Voilà. La dernière présentation. Par Claire-Hélène, qui voulait la faire un mix français-anglais. Et donc, Energy Aware Image, Quality of Experience versus Energy Reduction.
préfères attacher? Moi, je vais le prendre aussi. Je vais le prendre aussi. Numéro 4. Je te mets le pointeur aussi. Voilà. Merci. Oui, ben, bonjour tout le monde. Non, je ne vais pas la faire en anglais, mais simplement, je me suis aperçue en regardant mes slides, quand on m'a dit que c'était en français, qu'il y avait plein de mots de vocabulaire que je ne connaissais pas en français. Donc, ben, voilà, ce sera un mix. Donc, c'est un travail commun avec des collègues d'Interdigital. Il y en a 2 dans la salle, Olivier qui est là-bas et Franck qui est juste ici. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous donner un petit peu de contexte. Le contexte, c'est le changement climatique. Et on est tous, enfin nous, dans notre équipe, persuadés que tout le monde doit contribuer à lutter contre les effets du changement climatique. Et en particulier dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, et ben voilà, si on regarde les chiffres, ce domaine-là est responsable de 1,3% des émissions de carbone. Alors nous, on s'est intéressé à un device particulier dans la chaîne de compression, qui sont les téléviseurs, ou plus généralement les écrans. Enfin, les télévisions, il faut savoir que ça représente donc 50% de la consommation énergétique dans la chaîne. Et puis, sur la planète, il y a plus de 2 milliards de télévisions. Donc évidemment, si on arrive à réduire la consommation énergétique d'une télé, multipliée par 2 milliards, ça commence à faire beaucoup. Alors, en ce qui concerne l'existant, il y a déjà les Green Metadata, que vous connaissez certainement, qui existent. Par contre, elles sont dédiées aux écrans de type backlight. Donc, ce qui est proposé, c'est de faire un scaling global de la luminance. Et puis, eh bien, avec l'avènement, enfin, en tout cas le déploiement des écrans de type OLED, eh bien, ce type de métadonnées n'est plus adapté. Pourquoi? Eh bien, parce que les écrans OLED permettent d'avoir des technologies qui sont basées au pixel près. Alors voilà pour le contexte. Donc notre proposition, en fait, c'est lorsqu'on regarde la chaîne complète d'énergie, enfin pas d'énergie, pardon, de codage. Donc on a ces étapes-là traditionnellement, l'encodage, la transmission, le décodage, et puis on va jusqu'au display qui est ici. Et nous, ce qu'on propose dans ce framework, c'est d'atteindre le display avec une version du contenu qui va consommer moins. Alors notre framework est constitué de 3 étapes. Une première étape qui est avant l'encodage, dans laquelle on va mettre en place des algorithmes qui vont permettre d'analyser le contenu qui arrive, mais encore une fois, spatialement, c'est-à-dire au pixel près. Donc cette étape d'analyse va générer des métadonnées qui vont être transmises avec le flux pour être réutilisées après le décodage, de façon à générer ce fameux contenu qui va consommer moins une fois qu'on va l'afficher sur notre écran. Alors, si je regarde un petit peu plus en détail ce qu'on pourrait faire dans ce framework-là, eh bien, les algorithmes qu'on pourrait mettre dans cette boîte-là vont prendre le contenu en entrée et puis vont générer ce qu'on a appelé une carte d'atténuation. Donc, c'est vraiment spatial. Vous voyez qu'à chaque pixel, on a une valeur et ça va vous indiquer en chaque pixel de combien vous pouvez réduire ici la luminance de façon à consommer moins. Du coup, les métadonnées qu'on va transmettre vont être cette fameuse carte et puis un ensemble de métadonnées additionnelles qui vont permettre d'expliquer, lorsqu'on va être après le décodage, comment on va utiliser cette carte. Donc, on va reprendre le contenu qui sort du décodeur, on va reprendre notre carte, nos métadonnées qui expliquent ce qu'on va faire de cette carte-là, de façon à régénérer ce fameux contenu qui va consommer moins. Voilà, donc ce sont les 3 étapes du framework qu'on propose. Donc ce framework, il a l'avantage, le premier avantage, c'est qu'il va s'adapter aux écrans de type OLED qui permettent une adaptation au pixel près. Et puis le deuxième avantage, c'est qu'en fait, ce framework va permettre de mettre en place 2 types de use cases. Donc, le premier use case qui est traditionnel, le broadcast, où là, on a vraiment une intention artistique qu'on va avoir envie de préserver. Donc, le but ici va être de réduire l'énergie autant qu'il est possible, mais sous une contrainte qui est de conserver la qualité visuelle au maximum du contenu qui va être diffusé.
Et le deuxième use case, donc là, c'est exactement le use case du streaming, c'est l'inverse. On va essayer de rechercher la meilleure qualité possible, mais en se donnant déjà une contrainte d'un niveau de réduction qu'on veut atteindre. Alors, ce framework, en fait, on l'a proposé lors d'une contribution au meeting de janvier à NPEG. Donc, je vais détailler la syntaxe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les métadonnées qu'on propose de transmettre, donc il y a les cartes d'atténuation dont j'ai déjà parlé, qu'on propose de transmettre comme des auxiliary pictures. Et puis, l'ensemble des métadonnées donc, qui vont expliquer comment utiliser ces cartes, elles, on proposait de les transmettre sous la forme d'un message SEI. Depuis le meeting de janvier, donc on a fait 2 autres nouvelles contributions. Je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Une première contribution au meeting d'avril à Givette. Cette fois-ci, dans cette contribution, c'est une contribution informative. Ce qu'on propose, c'est plusieurs informations. Donc, la première information, c'est on a fait toute une étude pour voir si lorsqu'on changeait les paramètres, les options de votre téléviseur, ou si on avait des types de téléviseurs différents, est-ce que nos algorithmes étaient influencés par ces changements ou pas? Et inversement, est-ce que nos algorithmes pouvaient influencer les paramétrages du téléviseur? Donc là, le résultat est que non, c'est vraiment décorrélé. Dans cette deuxième contribution, on a effectué toute une comparaison entre 2 méthodes qui mettent en place, donc qui calculent ces cartes de réduction d'énergie, et puis l'existant dans GreenMPEG, ainsi qu'un scaling linéaire global. Et enfin, on a évalué que le coût de transmission de ces cartes d'atténuation restait très faible. Et on a fait une troisième contribution, donc cette fois-ci à GreenMPEG, donc c'est la même syntaxe, on va dire, en termes de message SEI, aussi une transmission de la carte sous la forme d'une auxiliary picture. Et cette fois-ci, donc c'est proposé dans GreenMPEG, je viens de le dire, et ça a été proposé, donc ça a été accepté, pardon, donc ce sera, et c'est en cours, un nouvel amendement du standard. Alors maintenant, je vous ai présenté le framework global. Ce que je propose de faire maintenant, c'est de vous montrer comment on peut implémenter ce framework. Donc là, ce que je vais décrire, c'est l'étape d'analyse du contenu, dont le but est de sortir donc une carte d'atténuation. Alors, on l'a implémenté, ce framework, avec une méthode état de l'art, donc qui s'appelle RACE. Vous avez les références, même si c'est tout petit, en bas. Donc, voici, donc c'est un réseau DIP. Voici son architecture. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, c'est déjà une amélioration d'un autre réseau DIP qui a été proposé auparavant. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que ce réseau-là va prendre en entrée donc la luminance des images et générer, donc ici, en fin de réseau, je vois Gwenaël qui tourne la tête, une carte d'atténuation qui sera concaténée ou ajoutée à la luminance d'origine de façon à produire cette luminance réduite. Et l'autre point qui est important de noter, c'est qu'ici, on conditionne les couches avec R. R étant donc la cible d'énergie réduction qu'on veut atteindre. Donc, par exemple, c'est un certain pourcentage. Alors, on a implémenté donc, ce réseau état de l'art. On l'a implémenté donc, sur ce dataset-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de voir, c'est que bon, c'est un réseau DIP, mais contrairement à beaucoup d'autres réseaux, il n'est pas supervisé. Donc, on n'a pas besoin d'annotation. Ce qu'il suffit d'avoir, c'est un modèle de consommation pour une image. Et dans notre cas, le modèle qu'on a utilisé est un modèle très simple, qui est juste la somme des luminances gamma T, donc gamma étant 2,2, le gamma du display. On a utilisé 4 fonctions de coût. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est important juste de voir qu'il y en avait 2 qui sont des fonctions de coût pour assurer que la qualité du contenu va être bonne. Donc, vous les avez ici. Il y a une 3e fonction de coût qui va contraindre donc, la puissance
de la sortie. Donc, on retrouve le R ici qui est notre cible. Et il y a une quatrième fonction de coût, donc qui est une fonction de coût de totale variation, qui va assurer une certaine régularité de la carte qu'on va produire. Alors, pourquoi on a rajouté cette fonction de coût-là? En fait, c'est parce que dans un but de transmettre, il va être évidemment plus facile en termes de débit de transmettre quelque chose, une carte qui est smooth, quoi, qui est régulière. Et donc, l'apprentissage s'effectue en 2 passes. Dans une première passe, on a nos 2 premiers loss uniquement de qualité. Et après, au bout de quelques itérations, on rajoute les 4 loss, en fait, avec des pondérations que vous avez ici. Voilà, alors je passe au résultat. Donc, vous avez 3 premiers graphes pour 3 métriques différentes, PSNR, SSIM et LPIPS. Sur l'axe horizontal, ce que vous avez, donc, c'est différents niveaux de réduction de 5 à 60%. Et une des premières observations qu'on peut faire, eh bien, c'est qu'évidemment, plus on va demander à réduire la consommation, plus on va perdre en qualité. Donc, ça paraît assez évident. Par contre, qu'il est important de noter, donc c'est surtout vrai pour SSIM et LPIPS, mais jusqu'à 10%, vous voyez qu'on perd finalement pas tellement en qualité. Donc, on peut déjà réduire sensiblement de façon à améliorer les choses. Et même si on regarde que SSIM et LPIPS, jusqu'à 40%, attention, faites bien attention à l'échelle ici, hein, je commence à 0,84, donc même jusqu'à 40%, on reste quand même à des valeurs acceptables, on va dire. Et alors, je rajoute un dernier graphe. Donc, ce qu'on a fait là, c'est de vérifier qu'on avait une corrélation ou pas entre la cible qu'on demandait, on dit au réseau on veut réduire de 10%, et puis ce qu'on avait effectivement en sortie. Est-ce qu'on a bien des images qui consomment 10% ou pas? Alors, en vert ici, donc sur l'axe horizontal, vous avez donc notre cible, hein, notre R, puis là, vous avez des puissances calculées en vert et réellement mesurées avec un wattmètre en rouge. Donc, vous voyez que si on reprend notre modèle et qu'on calcule les puissances de nos images réduites, en fait, on n'est pas trop mal, en fait. Quand on demande 10%, ben, on a à peu près 10%, etc. Par contre, on s'est aperçu que quand on mesurait avec notre wattmètre, donc on affiche notre image sur un écran et on mesure, et bien là, en fait, on n'a pas exactement la puissance attendue. Donc, c'est à peu près un facteur 2. Quand on demande 10, par exemple, on est plutôt autour de 7 ici, ou enfin, un peu plus. Et lorsqu'on demande 20, on est plutôt autour de 10. Donc là, manifestement, il reste quelque chose à faire. On a un problème qui vient très certainement du modèle qu'on a utilisé en termes de puissance, qui est un modèle très simpliste et qui notamment ne s'adapte pas bien à l'écran sur lequel on a fait nos mesures, qui est un écran RGBW, est un écran RGB. Donc, je montre ici quelques résultats. Donc, vous avez l'image originale sur la première colonne, et puis ces versions réduites pour 10, 20 et 40%, et un exemple des cartes d'atténuation donc qui sont générées par le réseau pour 40%. Donc, encore une fois, si je prends cette image-là, que j'utilise cette carte pour produire un nouveau contenu, donc je vais obtenir ça, ce genre de carte, et ce genre de carte consommera moins, 40% moins. Évidemment, on a perdu ici, comme vous pouvez le voir, en luminosité, en qualité. Mais si on est autour de 10, enfin, je ne sais pas si vous voyez dans la salle, mais ça reste correct. Alors, un dernier slide de résultats. Cette fois-ci, on a fait un test sur des séquences vidéo. Tout ce que je vous ai montré avant, j'ai oublié de le dire, c'était sur des images statiques. Et donc, dans ce tableau, on présente une comparaison entre race et puis donc un scaling linéaire global sur l'image. Donc, entre crochets, à gauche, les valeurs de race et puis à droite, les valeurs de linéaire scaling. On présente 2 métriques, VMAF et PSNR, pour 3 niveaux de réduction. Donc, une première conclusion, c'est que, à nouveau, plus on réduit, ou plus on demande une réduction importante, plus on réduit la qualité. Malgré tout, vous voyez que RACE se comporte mieux qu'un scaling global, parce que, manifestement, il va s'adapter en termes spatialement pour chaque pixel. Et une autre conclusion,
c'est que plus on va augmenter la réduction, plus l'écart entre les deux méthodes va se creuser. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on a proposé ici? Donc c'est vraiment un framework qu'on propose de standardiser de façon à s'adapter aux écrans qui sont pixel-wise, donc type OLED. Et on montre dans cette présentation comment on pourrait implémenter ce framework. Donc c'est une méthode prise dans l'état de l'art. On travaille, nous, sur d'autres méthodes. Bon, manifestement, il y a moyen d'encore améliorer les choses, mais on voit qu'on peut aussi améliorer la consommation énergétique. Donc, il y a un process en cours dans les standards, que je rappelle ici. Et puis, je vous ai mis, pour ceux qui sont intéressés, donc la timeline avec un committee draft qui est prévu pour fin août. Et puis, si tout va bien, donc un standard dans un an à peu près. Voilà. Et alors, en termes de techno, pour cette techno-là, manifestement, le point à revoir, c'est le display modèle qui pourrait grandement être amélioré. Voilà. Oui. Comment s'articule cette optimisation qui semble être une réduction de la dynamique avec des images HDR qui peuvent justement créer de la dynamique, créer plus de luminance? Je vais répéter la question. Comment s'articule cette réduction de la dynamique-là avec des techniques HDR, enfin des images HDR? Alors, je dois dire que cette question-là, on l'a déjà eue je ne sais combien de fois. Et notre réponse est que ça n'est pas contradictoire. On peut tout à fait appliquer ce genre de techno aussi sur du HDR, pas de problème. On va diminuer un petit peu, mais on va quand même gagner un petit peu en luminance. En fait, tout est dans l'acceptation du compromis entre la baisse légère de qualité qu'on accepte, mais en fonction de l'énergie qu'on va réduire. Oui. Est-ce que ça peut aller sur les parties optimisées, utiliser le même style de part? Parce que là, on utilise ça sur le display, la même map peut être utilisée pour regarder la solution de vie par encodeur, par des gains en passant, des détallations aussi. Est-ce que c'est des choses qui sont étendues? Alors la question c'est, est-ce qu'on a utilisé ce genre de carte aussi, pas seulement au display, mais pour l'encodeur, pour driver, ou est-ce qu'on va mettre plus de bitrate par exemple, etc. Ou comment on va ajuster par pixel? Non, on n'a pas fait ça. C'est une très bonne question, mais on n'a pas fait ça. Oui, Daniel. Vous avez évalué le surcoût de débit nécessaire? Oui, je peux te donner. Deuxième question, est-ce que si on révisait la résolution de ces maps, la technique marcherait beaucoup moins bien? Alors, il y a deux questions. Donc, est-ce qu'on a évalué le surcoût en débit pour transmettre les maps? Et si on baisse la résolution, est-ce que ça marche pareil? Donc, la première question, oui, on a évalué, on a fait des premiers tests. Donc, c'est de mémoire, on a été pour un coût pour une map transmise full res en 4.2.0 avec un QP de 37, c'était 43 kilobits par seconde, donc c'était pas énorme, à 10% par contre. Si tu augmentes le pourcentage de réduction, tu augmentes aussi en coût de transmission. Et la deuxième question, c'est si on downscale la carte, est-ce que ça marche toujours? On a fait des tests aussi là-dessus. Ça semble pas trop mal se débrouiller. Ça fait partie des métadonnées dans le message SEI d'ailleurs. Est-ce qu'on applique un downscaling ou pas? Oui. Est-ce que le dispositif pourrait fonctionner de manière autonome dans le device? Alors, est-ce que le dispositif pourrait fonctionner de manière autonome dans le device? Tout à fait, ce serait même préférable à la limite, puisqu'on a besoin de savoir le type de display pour adapter notre modèle de consommation. Et l'ennui, c'est que si on fait ça dans chaque device, on va consommer l'énergie dans chaque device et c'est pas forcément intéressant.
Donc, toute la partie analyse, on a préféré la proposer à l'encodage. Elle est faite qu'une fois. Je suis d'accord qu'il y a le problème du modèle de display, mais bon, en tout cas, on pourrait imaginer que voilà, elle s'adapte. Et du côté du décodage, là, l'application de la carte, ça coûte rien parce que c'est une addition, une multiplication de cette carte sur le contenu. Donc ça, du coup, c'est ce qui nous a paru le plus efficace. Alors, premier à gauche. L'impact sur la durée de vie totale, en fait. Si on prend en fait l'analyse du cycle de vie de la télé, elle a un coût de fabrication qui est énorme. Et donc, est-ce que diminuer le déploiement d'énergie en fait, visualisation, est-ce que ça va impacter au final? Alors, la question, c'est est-ce qu'on a évalué l'impact de notre système globalement sur la durée de vie de la télévision? Non, on n'a pas fait ça. J'aurais tendance à dire, mais je n'engage que moi, que ça n'impacte pas parce qu'on réduit la luminance. J'ai envie de dire qu'au contraire, la télé va peut-être durer plus longtemps. Sur la consommation, un bilan global, en fait, des émissions, de la production de la télé plus sa son utilisation. Est-ce que la réduction de la partie d'utilisation n'est pas négligeable par rapport à la partie production? D'accord, donc est-ce que notre système n'est pas négligeable par rapport au coût qui, de toute façon, comprend aussi la partie construction de la télé? Non, on n'a pas évalué ça. Et là, pour le coup, je pense que la réponse est, j'espère que c'est pas négligeable. Voilà, alors il y avait deux autres questions. La carte d'atténuation en amont de l'encodage. C'est une raison parce que on pourrait le faire sur une vidéo déjà encodée. Est-ce qu'il y avait une raison ou Non, il n'y avait pas de raison particulière. Si je suis très franche, la première raison, c'est qu'on n'avait pas à disposition l'encodage et le décodage quand on a mis en place notre système. Le travail sur la partie encodée, ça veut dire aussi des portées éventuellement la vidéo. Pardon, je sèche. Je sèche pour cette question. Est-ce que mes co-auteurs ont une meilleure réponse? Moi, j'en ai pas. Donc, ça revient à la mettre au décodeur. Mais c'est pas un de mes co-auteurs. Oui. Qu'est-ce qui vous incite à penser que les fabricants du principe universel en gestion d'économie? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui nous incite à penser que les fabricants ne vont pas ignorer ça et faire leur propre gestion d'énergie? Ils le font déjà. Eh bien, je ne sais pas. On est optimiste. On espère qu'en proposant un maximum de choses, il y aura bien quelqu'un qui va se préoccuper de ce qui se passe pour la planète et se dire, bah, après tout, c'est standardisé, on va l'utiliser. Mais oui, c'est une très bonne question. Je voulais savoir si, dans l'idée du standard, ces données SEI sont activables par l'utilisateur ou c'est quelque chose systématiquement appliqué côté récepteur ou qui sont connexes. Alors la question est, est-ce que ces données-là sont activables par l'utilisateur ou est-ce que c'est transmis juste dans un sens, en fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est coercitif ou pas? C'est-à-dire, est-ce que cette réduction d'énergie sera appliquée systématiquement sans demander l'avis du utilisateur ou est-ce que ce sera son choix? Alors là, c'est une proposition, j'ai envie de dire, nous, on ne fait que transmettre des métadonnées. Hein. Donc, elles sont transmises. Donc, dans ce sens-là, c'est coercitif, on va dire. Après, est-ce que c'est appliqué ou pas? On peut tout imaginer.
soit c'est l'utilisateur, soit c'est le disquet, soit c'est fait automatiquement. Question corollaire, c'est est-ce que les studios ont leur mot à dire par rapport à ça? Alors, la question, est-ce que les studios ont leur mot à dire? Ça, c'est une très bonne question et c'est aussi une raison pour laquelle on a proposé de faire l'analyse au niveau de l'encodage. Parce qu'on a imaginé que les studios étaient du côté de l'encodeur, ou du moins d'ailleurs en amont de l'encodage, et donc allaient pouvoir driver ou ajuster ou valider la carte et le résultat. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté attentivement, d'avoir posé toutes ces questions, puisque c'était la dernière présentation. Les pizzas sont en train d'arriver, les bières sont déjà là, parce qu'elles sont au frais. Donc, merci encore, et puis je vous souhaite une bonne dégustation de pizza et de bière, et de passer un moment de convivialité, d'échange. N'hésitez pas, les portes sont encore ouvertes pour un petit moment, donc profitez-en pour échanger autour de tous les thèmes évoqués. Et puis, on vous préviendra lors du prochain meet-up, comme on disait à l'introduction, qui aura probablement lieu fin septembre, début octobre, après l'IBC, avec des thèmes qui sont déjà en cours d'études, mais qu'on ne va pas dévoiler tout de suite, parce que ça peut un peu évoluer en fonction de ce qui va se passer au courant de l'été. Merci encore, et puis à tout à l'heure. La gestion